Le but de l'homme est de connaître le monde non pour l'utiliser, mais pour y tenir son rôle. Toutes les gnoses, dans les civilisations traditionnelles, sont donc des tableaux de correspondance entre Dieu, l'homme et l'univers, pour reprendre le titre de l'ouvrage le plus connu de Louis-Claude de Saint-Martin. Ce que nous appelons religion est pour l'homme des civilisations traditionnelles une technique, une praxis aussi indispensable que les techniques de la matière. Il n'y a donc pas une pensée libre et une pensée orientée vers le rendement. Dans les civilisations traditionnelles, il y a une pensée unique, tendue vers la nécessité d'asseoir la place de l'homme dans le monde. Le rendement est atteint dans tous les domaines lorsque l'homme a obtenu sa réintégration dans l'univers, c'est-à-dire sa rémission. L'harmonie du monde est toujours perçue dans son ensemble, et l'homme règle sur elle toutes ses pensées, toutes ses actions pour atteindre ce but. La pensée pour la pensée est un exercice tardif d'intellectuel, aussi inutile pour l'homme des civilisations traditionnelles que dans le Tibet de naguère la rotation d'un disque qui n'aurait pas été un moulin à prière. Il est impossible de diviser la démarche intellectuelle de l'homme des civilisations traditionnelles en analyse et synthèse. Cette division est propre à la civilisation occidentale où la science est devenue une recherche. Elle est fausse partout ailleurs où la science est un acquis sûr. Le néophyte australien qui parcourt les cavernes initiatiques de son clan apprend la division du monde en deux principes, la place de son groupe dans le monde et sa place dans le groupe. Il donne alors, comme le premier homme de la Genèse, des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Il apprend les règles de l'alliance des hommes et connaît les clans où il pourra trouver une aide semblable à lui. Mais à aucun moment, il n'apprend la démarche discursive par laquelle les initiateurs primordiaux sont arrivés à ces résultats, au fait qui, le situant d'une certaine façon dans le monde, l'oblige à se marier dans tel ou tel clan. Sans doute cette gnose a des éléments qui nous paraissent pratiques et que nous sommes disposés à lui emprunter de temps à autre pour enrichir notre bestiaire ou notre herbier. Mais son but n'est pas d'apporter à l'homme ces éléments accessoires dès lors qu'ils sont isolés de leur contexte, pas plus que le but d'un automobiliste roulant d'un point à un autre n'est d'écraser les gravillons ou de mieux étaler le goudron de la route. Les faits que nous considérons comme pratiques ou utiles ne sont que les conséquences de l'organisation du monde telle qu'elle est révélée à l'homme des civilisations traditionnelles au cours de son initiation. En aucun cas, cet homme ne souligne son sentiment d'impuissance devant l'univers, pas plus qu'il n'affirme le besoin d'acquérir des moyens matériels pour atténuer cette impuissance. Bien au contraire, l'homme des civilisations traditionnelles est assuré de sa connaissance de l'univers, certain de la chaîne qui unit entre eux tous les éléments de la création et dont il a le sentiment d'être le maillon essentiel. Nous ne retrouvons pas dans les civilisations traditionnelles comme en Occident des conceptions différentes du monde, des théories à la mode qui durent un temps pour être abandonnées une fois leur absurdité démontrée. L'Occident a perdu des siècles à la recherche de la génération spontanée, des dizaines d'années à prouver l'évolution biologique, sans autre bénéfice que le sentiment douloureux d'efforts inutiles. Nous avons pris nos ignorances, nos oublis pour l'ignorance de l'humanité entière, et parce que Galilée a pris à son compte vers le milieu du XVIe siècle cette vérité bien connue qu'était le mouvement de la Terre, nous avons pensé naïvement que les hommes étaient restés jusque-là figés dans le sentiment de leur immobilité. C'est faire bon marché des enseignements dont nous retrouvons encore les bribes, çà et là, des parcelles de vérité en train de se perdre, reliquats d'enseignements perdus. Pour l'homme des civilisations traditionnelles, la matière est mouvement puisqu'elle participe de la vie cosmique, mais la création est immobile, sans possibilité de passage matériel d'un plan à un autre. Elle est parfaite, depuis l'origine, comme une arche venue du ciel. L'homme est mouvement spirituel à l'intérieur d'un cycle dont une partie échappe à nos sens, la plus importante pour l'homme des civilisations traditionnelles. Ainsi, le cosmos est un engrenage compliqué dont nous, occidentaux, avons perdu le schéma d'ensemble. Notre analyse ne nous permet d'apercevoir que certains rouages. L'un voit le volant et affirme que tout est mouvement, un autre entrevoit une poulie différentielle et pense que le monde se meut à rebours. Sans doute, être plus, c'est savoir plus. Mais ce n'est pas savoir n'importe quoi, n'importe comment. Tout se passe comme si les civilisations traditionnelles étaient toujours allées des idées aux faits, sans jamais sombrer dans ce morcellement analytique qui caractérise la pensée occidentale. Il n'y a pas de spécialiste de l'embryologie des coléoptères chez les Papous, mais il n'y a pas chez nous de philosophe capable de dégager la pensée unique qui sous-tend la totalité des faits recueillis au hasard des recherches. L'homme des civilisations traditionnelles apprend à concevoir l'univers comme un ensemble dont la société lui transmet la clé. L'occidental, au contraire,
n'a pas cette vision globale du monde. Il n'a, comme le dit Marx, qu'une praxis, une science orientée vers l'action, l'utilisation de la matière modifiable suivant les circonstances. Marx parlait du primitif, sa théorie n'est vraie que pour l'homme blanc des temps modernes. L'enseignement initiatique est un garde-fou auquel l'homme peut s'appuyer, alors que nous errons au hasard dans un dédale dont les méandres se prolongent indéfiniment sans issue. Il nous est donc difficile d'admettre les tentatives qui prétendent retracer le lent éveil de la pensée humaine. Aussi loin que nous puissions faire porter nos observations dans le temps et dans l'espace, l'homme se présente à nous comme vivant en société. Une société que nous sommes obligés d'admettre comme une origine et non comme un aboutissement. Elle forme l'homme, lui transmet une conception globale du monde, une gnose dont rien non plus ne nous permet de retracer l'origine. Dès que nous trouvons la pensée humaine dans le champ de notre observation, nous la voyons égale en valeur absolue d'une civilisation à l'autre, d'un millénaire à l'autre, véhiculant les éléments d'une tradition unique, comme les semences nées d'un même fruit.